Bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue pour ce webinaire, aujourd'hui spécifique sur la thématique des missions des DAC et de l'articulation avec les soins palliatifs. Donc, on accueille du coup Marion Bru, qui est directrice du DAC 33 et présidente de la FACS, et Maryse Garabos, directrice médicale du DAC 40. Alors, l'objectif, comme les derniers webinaires, c'est de laisser du coup la présentation à nos intervenantes aujourd'hui. Si vous souhaitez, au cours de la présentation, poser des questions, il y a le petit émoticône questions-réponses. N'hésitez pas à poser les questions au sein de cette fonctionnalité pour qu'on puisse les prendre au fil de la discussion et pouvoir ensuite en échanger en fin de webinaire. Et du coup, je vous laisse la main, Maryse et Marion, si vous souhaitez commencer la présentation. Je vous remercie beaucoup pour ce temps accordé, cette présentation auprès de l'ensemble des participants en distanciel. Eh bien, bonjour à tous. Je vous laisse partager le Ouais, support. Voilà, normalement, super. ça fonctionne. Je vous le mets en grand écran. Voilà, donc Marion Bru, donc je suis directrice, comme ça a été dit, du DAC de la Gironde et je suis présidente de la fédération FACS, qu'on appelle donc Fédération des acteurs de la coordination en santé en Nouvelle-Aquitaine et au national. Et on est ravis d'avoir ce temps d'échange avec vous pour vous présenter de plus près les missions des dispositifs d'appui à la coordination. Donc sur la slide suivante, je vous propose je vous propose de vous parler un petit peu du cadre de la fédération et des missions des DAC dans les soins palliatifs. Dans la filière soins palliatifs plus précisément, autour des missions qui sont celles des dispositifs d'appui à la coordination. Donc sur la prochaine slide, vous avez il y a une petite latence. Voilà. L'idée de pouvoir vous présenter ce qu'est la FACS et son organisation territoriale. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, cette fédération, elle regroupe l'ensemble des dispositifs qui étaient unifiés dans les DAC. Donc, ça rassemble les dispositifs d'appui à la coordination, les dispositifs régionaux, donc on appelle DSR, DER. Donc, c'est les dispositifs spécifiques régionaux et les dispositifs d'expertise régionale, donc les anciens réseaux régionaux. Et puis également les centres locaux d'information et de coordination. Donc, la FACS, c'est une fédération nationale qui est une fédération basée sur les fédérations régionales. Et donc, vous voyez bien la double casquette avec la Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, c'est vraiment de faire reconnaître, de promouvoir et de valoriser les actions des dispositifs de coordination, de pouvoir les représenter vis-à-vis des interlocuteurs qui sont la DGOS, donc l'offre de soins, la DGCS, la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Sur la diapo suivante, c'était important de vous partager une cartographie pour vous dire que donc on a 13 régions qui sont structurées, donc ça prend quasiment partout le nom de fax et la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez vu la mutation. On était la Fédération des DAC de Nouvelle-Aquitaine et on est en train d'évoluer vers cette appellation FACS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans ces 13 régions, on a des délégués régionaux ou des chargés de mission ou chargés de projet, ce qui représente quand même 35 ETP. Et si on a une cartographie globale, c'est à l'échelle de la France en 2023, plus de 200 000 personnes accompagnées, avec une montée en charge des dispositifs exponentielle, puisque chaque année, on accompagne de plus en plus de personnes parce que la demande est là et donc on a une cible à court terme de 300 000 personnes. Sur la carte suivante, on peut revoir un peu hop, euh, ça voilà. Ça permet d'illustrer la taille des dispositifs de coordination que sont les DAC, puisqu'ils sont sur une échelle départementale. Donc, vous voyez bien sur le rose que la majorité des régions ont choisi de structurer les DAC à l'échelle départementale. On est sur de l'infra-territoire, sur la Bretagne, l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France, et en PACA. On a une couverture totale du territoire, hein. Les DOM-TOM sont également couverts, à l'exception de Mayotte, où c'est en cours de structuration. Et donc, les DAC aujourd'hui assurent les 3 missions qu'on va voir sur la slide suivante sur l'ensemble du territoire.
Euh, donc ça, c'était pour la présentation du national. Si on en vient à la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, la FEDAC, donc Fax Nouvelle-Aquitaine, qui a été créée en 2021, représente l'ensemble des dispositifs et associations qui portent les DAC. Donc on a les 11 associations. Il vous aura pas échappé qu'il y a 12 départements en Nouvelle-Aquitaine. C'est tout simplement parce qu'on a une association qui porte deux DAC, le 87 et le 23, donc la Haute-Vienne et la Creuse, qui s'appelle Parcours Territoire Autonomie. Mais sinon, globalement, on est vraiment sur une entité juridique qui porte un DAC et qui est sur une échelle départementale pour la Nouvelle-Aquitaine. Sur la slide suivante, la FEDAC a les mêmes objectifs que la fédération nationale, donc c'est vraiment animer le réseau, les représenter dans des instances vis-à-vis de l'Agence régionale de santé, tout ce qu'on retrouve comme la CDCA, le lien avec les partenaires, les associations et les fédérations régionales. Ensuite, on est vraiment dans la logique d'avoir une culture commune, un langage commun, assurer la promotion de la coordination des parcours de santé à l'échelle régionale. On a une mission d'accompagnement, donc l'accompagnement de nos adhérents sur les bonnes pratiques, les process, et puis pouvoir un peu s'inspirer les uns des autres des innovations qui ont été mises en place. Le but étant vraiment d'avoir une offre de service qui soit harmonisée à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, informée, orientée. Donc c'est sur l'actualité. On a aujourd'hui la phase de généralisation des articles 51 qui prend la forme des parcours coordonnés renforcés. L'idée, c'est de pouvoir informer les adhérents de ces évolutions et puis partager les initiatives, comme j'ai pu le dire, qui étaient intéressantes. Donc des démarches prospectives, appréhender les enjeux sanitaires de demain, voir comment on peut travailler la complémentarité entre les dispositifs et capitaliser sur les expertises de certains territoires. Sur la slide suivante, je vous mets quelques chiffres, donc les 11 structures qui ont été abordées pour les 12 DAC. Vous dire que ça représente 400 salariés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, soit 300 coordonnateurs de parcours avec des profils différents. Les coordonnateurs de parcours peuvent être infirmiers, assistants sociaux, CESF, donc conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes ou psychologues. Que sur la Nouvelle-Aquitaine, on est à plus de 40 000 personnes accompagnées avec un appui à la coordination des parcours de santé complexes pour 27 000. Et ensuite, les DAC portent le dispositif HTSH, hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation. Et donc là, on a 138 places à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et il y a eu 2262 demandes qui ont été gérées par les DAC. Sur la slide suivante, l'idée, c'était vraiment de parler de notre partenariat, puisque la Fax Nouvelle-Aquitaine est membre du COPIL élargi de cas palliatifs depuis 2024 et on a travaillé une feuille de route partagée pour améliorer la lisibilité et renforcer le diagnostic, l'interconnaissance du diagnostic de l'offre de soins palliatifs, favoriser la montée en compétences au sein des équipes du DAC, donc acculturer nos collaborateurs aux enjeux de la prise en soins des personnes confrontées à une fin de vie et améliorer l'organisation des parcours de soins palliatifs, notamment l'articulation entre les DAC, les équipes mobiles de soins palliatifs et l'HAD avec la perspective d'un groupe de travail régional. Sur la diapo suivante, je vous propose maintenant de revenir au cœur de métier des DAC qui ont 3 missions. Une première mission qui est l'information et l'orientation. Donc, on a vraiment travaillé la carte de la lisibilité puisque si on revient à la création des DAC qu'on appelait autrefois PTA, c'est l'unification des dispositifs qui sont donc les MAIA, les réseaux de santé, les PTA, les CTA, plein de jolis acronymes. L'idée, c'était de dire finalement, on arrête d'avoir une approche par pathologie, par âge, par localisation, et on travaille la lisibilité. L'ambition, c'est vraiment que la ressource de la coordination soit accessible à tout le monde. Donc, on a travaillé, et on est la seule région à l'avoir fait, la structuration d'une ligne, un numéro régional, le 0800 900 909, et derrière, on a fait monter en compétence les salariés sur une expertise. Au-delà de la demande qui est formulée, j'ai la capacité d'évaluer vraiment le besoin de la personne et je connais l'offre du territoire. J'ai vraiment une expertise du qui fait quoi sur les territoires et donc je vais voir quelle est la personne la mieux placée pour répondre à son besoin. Donc,
On a un site internet et des annuaires, et donc cette première mission d'information et d'orientation, elle est déployée à l'échelle des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on a une deuxième mission qui est donc l'appui à l'organisation des parcours de santé complexes. Et donc là, c'est vraiment une ressource dédiée qu'on appelle des coordonnateurs de parcours. Et ces coordonnateurs de parcours, ils vont évaluer la situation, donc de manière multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on a une problématique sanitaire et que le parcours de santé est rendu complexe du fait d'une imbrication de problématiques médico-sociales ou sociales. Et donc, on va vraiment avoir une vision complète de la situation. Et ensuite, avec l'équipe de soins, on va travailler un plan d'action qu'on formalise dans le PPCS, projet personnalisé de coordination en santé. Et donc, on va se mettre d'accord sur le qui fait quoi, quels sont les objectifs qu'on se fixe à court terme et à moyen terme. Et on va travailler ensemble. Et on a la chance d'avoir un système d'information unique qu'on appelle Paco Globule, qui est le logiciel métier qui nous permet de partager de l'information avec l'équipe de soins de manière sécurisée. Et enfin, la dernière mission, qui est vraiment la mission de structuration du parcours, on appelle ça aussi l'animation territoriale. L'idée, c'est vraiment de profiter de notre expertise et de notre connaissance des situations et du territoire pour identifier ce qui crée rupture sur les territoires, quelles sont les informations qu'il est nécessaire de diffuser, quels sont les groupes de travail qu'on peut mettre en place pour améliorer l'interconnaissance, fluidifier les parcours et pouvoir parfois structurer le parcours. Ça a été le cas notamment sur la question du Covid long. Et donc l'ensemble des DAC sont en train de déployer un observatoire des ruptures de parcours territoriales. L'ambition, c'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une rupture de parcours, comment on l'identifie, comment on la comptabilise et comment on peut créer des espaces où on va discuter de ces ruptures de parcours et comment on va réussir à pouvoir trouver ensemble des solutions. Ça a été un peu dit dans mon propos introductif, c'est vraiment cette notion d'expertise des parcours complexes et des ressources, et c'est l'appui et la subsidiarité, puisque le DAC n'est pas effecteur, il n'a pas vocation à faire à la place d'eux, il a vocation à identifier qui est le mieux placé pour pouvoir répondre à cette mission, et donc c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Et donc c'est important parce que c'est une philosophie, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer la sortie d'hospi à la place de l'hôpital. Par contre, on va pouvoir venir en appui si on sent que les préconisations qui ont été mises en place pendant la phase d'hospitalisation sont potentiellement mises en difficulté à domicile. Si on a des doutes, s'il y a des interrogations et une inquiétude, on peut tout à fait solliciter le DAC pour avoir son regard et son expertise sur la situation. Sur la diapo suivante, je vais laisser la parole à ma collègue Maryse pour vous parler plus en détail de la complémentarité DAC soins palliatifs. Tu as ton micro qui est coupé, Maryse. Maryse Garabosse, je suis directrice médicale du DAC des Landes et effectivement, je vais être un peu plus dans le pratico-pratique et voir comment on peut articuler les missions du DAC avec effectivement les problématiques de soins palliatifs. Donc, on va reprendre les trois missions que vous a détaillées Marion. Donc, l'information, l'orientation, les coordinatrices qui sont au téléphone et qui répondent à des demandes peuvent répondre à des demandes soit des professionnels de santé, soit des usagers ou des aidants. Donc, quand ce sont des professionnels de santé, ben, elles doivent être en capacité de répondre à des demandes concernant des prises en charge de soins palliatifs. Donc, elles ont l'annuaire, un appui. Donc, tous les DAC ont travaillé à cet annuaire de référencement de toutes les structures sanitaires et médico-sociales des départements. Vous pourrez regarder l'annuaire du DAC 40, puisque c'est celui que je connais le mieux quand même, où effectivement les structures de soins palliatifs sont référencées. Il y a un onglet préparé à accompagner la fin de vie. Où effectivement les structures sont référencées avec des fiches missions par structure, des modalités d'admission par structure. Voilà. Lors de cet entretien, quand elles ont des usagers ou des aidants qui les appellent, elles font ce qu'on appelle une primo-évaluation pour pas se contenter de répondre à une question, mais pour essayer d'évaluer un petit peu s'il n'y a pas une problématique que l'on peut identifier et qui peut justifier un accompagnement de la part du DAC. Elles peuvent accompagner les professionnels à leur demande d'accès dans une structure de soins palliatifs. Et elles peuvent aussi identifier des carences et des difficultés, les faire remonter et amener du coup une réflexion et pouvoir améliorer les prises en charge.
Elles peuvent effectivement aussi répondre à des demandes particulières sur des démarches à faire, sur le fonds FNAS, sur la rédaction des directives anticipées, sur la fiche Palliadis pour identifier les situations qui peuvent justifier d'une prise en charge par une équipe de soins palliatifs. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on a fait l'année dernière un questionnaire qu'on avait envoyé auprès de nos coordinatrices sur tous les DAC de Nouvelle-Aquitaine avec des questionnements sur les prises en charge de soins palliatifs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles étaient quand même assez fréquemment confrontées à des situations de soins palliatifs, puisqu'on voit dans 45%, elles ont entre 3 et 4 situations par an et dans 27%, elles en ont entre une et deux par mois, ce qui est quand même pas mal. Donc, effectivement, elles sont souvent confrontées à des situations de soins palliatifs qui sont en fait rarement identifiées comme des situations palliatives de prime abord. Et si vous voulez, la situation palliative, elle peut arriver et se poser au fil de la prise en charge par les coordinatrices. Tu peux passer l'axiale suivante, Chloé, s'il te plaît. Donc, effectivement, quand elles ont une demande de prise en charge pour une situation complexe, qui peut être là aussi initiée par un professionnel de santé, médecin traitant, infirmier, kiné ou une équipe hospitalière, mais qui peut aussi être sur une demande d'un aidant ou de l'usager lui-même. Donc, elles font ce qu'on appelle une évaluation multidimensionnelle où elles sont en capacité d'identifier des problématiques et de pouvoir anticiper effectivement des problématiques et des besoins et d'essayer d'être dans la bonne temporalité par rapport à ces prises en charge, donc ni trop tôt ni trop tard. Elles ont un échange systématique avec tous les membres de l'équipe de soins primaires. Donc, ça permet de faire le lien. Donc, l'outil de coordination, Marion vous en a parlé tout à l'heure, c'est Paco Globule, ce qui permet effectivement de faire le lien entre tous les intervenants sur une même situation. Donc, ça permet d'améliorer la communication et de favoriser les échanges entre les professionnels, qui n'est pas forcément si évident que ça. Donc, les DAC sont très en lien avec les CPTS, les professionnels de santé libéraux. Elles peuvent participer à la recherche soit d'un médecin traitant, soit d'une infirmière libérale, soit d'un kiné, un appui aux usagers. Elles se heurtent, enfin, dans le questionnaire qu'on avait envoyé, on avait identifié que souvent elles se heurtaient à la confusion entre soins palliatifs et fin de vie et à la difficulté des équipes de soins primaires à aborder ce passage en situation palliative avec les personnes qu'ils suivent. Donc, elles peuvent tout à fait être un accompagnement de cela, permettre de dédramatiser, être en soutien des équipes pour effectivement pouvoir identifier des situations palliatives. Et souvent, les difficultés pour identifier ces situations, c'est surtout dans les maladies chroniques, en fait, où les équipes se sont un peu habituées à une situation difficile à domicile et ont du mal à basculer sur une situation palliative et à interpeller les équipes de soins palliatifs, les équipes mobiles. Donc, elles peuvent aussi aider à identifier ces situations, à accompagner les équipes pour cette identification en soins palliatifs. Elles peuvent aussi repérer des différences de positionnement entre les intervenants à domicile, infirmiers, médecins traitants, par exemple, et à ce moment-là, elles peuvent organiser une RCP au domicile pour pouvoir réunir les professionnels et que ces professionnels puissent aborder entre eux effectivement éventuellement une situation palliative. Parfois, on est interpellé pour des patients qui sont éloignés du soin. Je me souviens
qu'on avait suivi pendant pas mal de temps un monsieur qui avait un néo-ORL, qui avait arrêté tout suivi. C'était la voisine qui avait interpellé le DAC parce qu'elle le voyait se dégrader à domicile. Et en fait, petit à petit, elles ont pu le ramener vers le soin. Donc, il a été pris en charge par une équipe mobile de soins palliatifs. Il a pu rester à domicile voilà, autant que faire se peut. En fait, c'était son souhait. Et je pense que si on n'était pas intervenu, il aurait été hospitalisé beaucoup plus tôt qu'il ne l'a été, en fait. Elles sont aussi un appui à l'entrée en hospitalisation et dans les interfaces ville-hôpital. Alors, tous les DAC travaillent cette articulation et cette fluidification des parcours entre la ville et l'hôpital. On ne le travaille pas que pour le parcours soins palliatifs, on le travaille pour tous les parcours en définitive. Hein. Et potentiellement, on peut vraiment axer notre travail sur les parcours soins palliatifs. Elles sont, elles sont en soutien des professionnels. Elles permettent de rompre l'isolement des professionnels libéraux qui se retrouvent souvent tout seuls. Et elles sont aussi en soutien des aidants et des familles des patients. Tu peux passer la diapo. Et sur l'animation territoriale, donc Marion vous a parlé tout à l'heure de l'Observatoire des ruptures de parcours qu'on met en place sur les territoires, qui permettra effectivement de pouvoir faire remonter des problématiques sur certains territoires et pouvoir les travailler en concertation avec les structures concernées et afin d'améliorer les prises en charge. On peut tout à fait être un appui de co-construction et de diffusion d'outils, de protocoles, de recommandations, permettre de pouvoir organiser des formations croisées avec les acteurs de soins palliatifs. Un exemple, dans les Landes, enfin, ça fait un petit moment qu'on réfléchit à la mise en place d'une fiche pallia urgence, voilà, en lien avec le SAMU. Donc, on peut tout à fait être en soutien de ces mises en place-là. Et on peut être en soutien pour vous par rapport à la structuration des filières territoriales et des parcours de soins palliatifs. On peut être un appui. On a quand même on fait un travail depuis que les CPTS ont été mis en place. On a travaillé étroit avec les CPTS, une connaissance étroite des acteurs du domicile, des acteurs hospitaliers, et on peut tout à fait faciliter les liens et vraiment être un appui par rapport à cette future structuration des filières. Voilà. Et après, on peut être un appui sur le déploiement de tous les dispositifs qui peuvent voir le jour sur certains territoires. Voilà. Merci pour nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci beaucoup pour cette présentation très riche sur déjà ce qui est le DAC, son organisation nationale, régionale et sur chaque département au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et surtout sur ce rôle vraiment d'appui et de facilitateur dans les parcours de soins palliatifs et de ce besoin d'articulation encore plus présent aujourd'hui dans le cadre des filières. Il n'y a pas eu de questions pendant votre présentation. Je regarde dans la rubrique questions-réponses, mais il n'y en a pas. Ni dans la rubrique conversation. Bon, c'était très clair. Si certains souhaitent quand même, on peut quand même prendre quelques minutes. Si certains souhaitent poser une question, une remarque ou partager peut-être une information liée à le territoire où vous êtes ou à la fonction où vous êtes. Peut-être vous dire que j'ai parlé des articles 51, donc qui sont des formes d'innovation, et donc je ne sais pas si certains en ont connaissance, mais on a un article 51 porté par l'association Voisins et Soins, qui sont du coup l'idée d'intégrer sur les territoires qui pourraient être des zones blanches, et ils sont déjà existants sur certains territoires en complémentarité de l'offre, des équipes l'équivalent d'une équipe mobile associée à des bénévoles qui sont formés et qui
vont passer du temps chez la personne à domicile. Et donc, on s'est dit qu'au niveau national, ce serait intéressant de pouvoir un peu clarifier le rôle et les missions de chacun et de pouvoir voir dans une logique un peu de logigramme, c'est l'ambition qu'on s'est posée, la complémentarité et ensuite libre à chaque territoire d'utiliser les travaux du national pour pouvoir les décliner en local avec les spécificités, parce que ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que les DAC sont la résultante de l'unification de dispositifs et il y a des territoires où on a unifié des réseaux soins palliatifs. Ça n'a pas été le choix en Nouvelle-Aquitaine, mais dans certains territoires, c'est une réalité. Et donc, l'expertise et l'équipe mobile de soins palliatifs, elle est vraiment portée par l'association qui porte le DAC. Donc, il y a forcément une complémentarité différente qui s'opère. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir un peu mettre ça par écrit avec ce logigramme et puis proposer à chacun après de le décliner face à sa réalité territoriale. Donc, c'est des travaux qui vont débuter début 2026 avec, on l'espère, une production finale pour l'été 2026. Pas d'autres questions. C'est que J'ai- c'est très clair. J'avais une C'est petite clair. fenêtre pour en discuter, mais Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant et en plus, je pense que toutes ces articulations, je reprends ces filles, toute cette coordination de ces dispositifs ou de ces outils-là prendront aussi du sens. On parle vraiment de l'articulation sur un territoire dans le Et c'est cadre en ça, je plus pense que du c'est vraiment développement des territoire filières. dépendant. Après, exactement. c'est à chacun de trouver une bonne articulation, quoi, en fait. Exactement, parce qu'il y a des ressources différentes, des organisations très différentes. On est quand même sur une grande région avec beaucoup de singularités à l'échelle même d'un même territoire. Donc, Je l'objectif, c'est pense de aussi qu'il connaître. il y a aussi un travail peut-être à faire. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais essayé de référencer sur le département les professionnels de santé libéraux qui étaient formés aux soins palliatifs. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont des formations, qui ont même des DU. Je pense que ça serait intéressant de les référencer et de pouvoir Mm. s'appuyer aussi sur ces expertises-là Mm. et pouvoir avoir une dynamique sur les territoires euh, en les rapprochant des équipes mobiles pour pouvoir être... Tiens, une question. Non, ah mais non, je croyais. Je pense que ça s'est mis. Alors, je ne pose pas de questions, mais une remarque sur le territoire de la Creuse, en raison d'une raréfaction de la présence des médecins traitants, il est parfois difficile de coordonner les parcours en soins palliatifs. On Ouais. partage sur en même temps, oui. La réalité aussi de ressources Du terrain. du terrain. Mm. Oui, ça c'est clair que. Et après, il y avait aussi une remarque sur l'identification par Mm. les coordos et les professionnels de ce qui retourne ou non du soin palliatif. Ouais, Mhm. c'est ça. Et on souscrit tout à fait à la nécessité et la place majeure de l'hospitalisation à domicile. On adhère complètement. Mm. C'est vrai que je l'ai pas c'est un manquement total parce qu'en plus hier, quand on a préparé cette volonté d'identifier le qui fait quoi, j'ai dit non mais c'est scandaleux, on a oublié la FNEAD et c'est très drôle parce que j'ai fait la même bêtise aujourd'hui et donc merci à Valérie Poitiers de le souligner. Bien sûr que l'HAD joue un rôle majeur. Mm, mm. Alors, lors de la journée régionale cas palliatif, il a été évoqué la mise en place d'un coordonnateur au sein du DAC. Alors, on fait une blague en fait. C'était la PTA, la plateforme territoriale d'appui, et on devient le dispositif d'appui à la coordination. En fait, il y a effectivement dans la mesure 20 du plan national soins palliatifs, il a été fléché des crédits pour qu'il puisse y avoir une fonction soins palliatifs au sein des dispositifs d'appui à la coordination. Ça a été déployé dans 5 territoires et si on comprend bien la logique dans le contexte actuel du plan national soins palliatifs, c'est qu'en fait, chaque année, il y a des nouvelles vagues. Donc, effectivement, le 86 ne fait pas partie de la première vague, mais on peut imaginer qu'il fera partie des prochaines vagues, puisque l'idée, c'est d'identifier 500 collaborateurs à l'échelle nationale. Et vous avez identifié qu'il y avait 133 DAC. Donc, effectivement, on peut imaginer que
qu'il y ait des vagues. Après, l'enjeu, c'est aussi de se dire comment on fait vivre cette ressource en fonction de la réalité territoriale. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'être dans l'effection, c'est vraiment d'être en appui et de faciliter l'acculturation des coordonnateurs de parcours au sein des DAC aux soins palliatifs, de manière globale, de pouvoir faciliter les ponts avec les ressources existantes, faciliter l'organisation d'espaces où on parle, où on se transmet des situations. Et donc, l'ambition, elle est celle-ci. J'espère que c'est assez clair sur cette question et que ça répond à... Aujourd'hui, c'est 5 départements, du coup. Oui, Ça, alors, exactement. Ouais. j'ai pas révisé, mais c'est le 40, le 87, le 33, le 17. Il va m'en manquer un. Et 64, je l'ai pas dit. Voilà. Vous aviez une question ensuite sur avez-vous des assistantes sociales au sein du DAC ou orientez-vous vers des assistantes sociales du secteur? On a des assistantes sociales qui ne sont pas assistantes sociales, c'est-à-dire que leur métier n'est pas d'être dans la fonction d'assistante sociale telle qu'on l'entend. Elles capitalisent sur leur expérience pour devenir des coordonnateurs de parcours. Et donc, elles sont dans cette évaluation multidimensionnelle, identifier le qui fait quoi, coordonner le plan d'action. Donc, effectivement, après, on utilise la ressource et donc on va travailler avec l'assistante sociale de l'équipe de l'HAD, l'assistante sociale de l'établissement de santé, etc. Et donc là, j'ai pas suivi. C'était Ah oui, on travaille avec les assistantes de secteur. Après, ce qu'il faut Bien juste sûr. avoir en tête, c'est que si c'est purement social, ça ne va pas passer par le DAC. Puisque une situation où on serait sur un dossier de surendettement, des difficultés financières pures et des droits non ouverts, un projet d'expulsion par exemple, tout ça, s'il n'y a pas de problématique sanitaire, ça va pas être nous. Par contre, si c'est lié à une pathologie santé mentale, qu'il y a une rupture dans le parcours de soins et que, par exemple, on pense spontanément à Diogène ou autre, là, effectivement, on va venir et on va travailler, l'assistante sociale du secteur va travailler la question de l'expulsion, de l'équilibrage du budget, etc. Et nous, on va vraiment faire le lien avec la question sanitaire. Voilà, j'essaye un peu d'imager mes propos pour qu'ils soient un peu plus pratico-pratiques. Nous avons déjà contacté le DAC suite à une consultation pour une demande d'hébergement temporaire d'urgence en EHPAD chez une aidante épuisée. C'est un témoignage positif. C'est parfait si ça vous a bien aidé. Alors, l'HTU aujourd'hui s'appelle l'HTSH. Voilà, c'est quand les gens ont compris à quoi servent l'acronyme, on change. C'est pour vous stimuler intellectuellement. Donc, l'HTSH aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un nombre de demandes énorme et au final aboutissent en hébergement temporaire en sortie d'hospice 50%. Ça veut dire que les gens se disent, tiens, c'est ça. Et quand on creuse, on arrive à trouver d'autres solutions. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que on est une bonne porte d'entrée et ça permet d'utiliser les ressources du territoire parce que le problème, c'est quand vous êtes sur des délais longs, typiquement le besoin d'une mesure de protection, c'est pas le fait de mettre la personne en EHPAD qui va répondre à la problématique parce que on sait bien que en général les délais sont de 6 mois et que l'hébergement temporaire en sortie d'hospice c'est 1 mois. Donc on essaye de trouver d'autres leviers, d'autres solutions. Effectivement, l'acculturation aux soins PAL passe par la formation, on en est convaincu. Et il y a un C'est vrai une demande enjeu aussi des cordeaux, en plus. formation, acculturation et je dirais même sensibilisation, puisque formation, c'est ambitieux. Mais Alors, après, là, juste dans le premier diapo que vous avez, enfin, les premières slides que vous avez fait passer, vous avez fait un rapprochement entre soins palliatifs et fin de vie. Et vous oui, avez vous parlé des avez des outils. difficultés, voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en effet, pour les coordonnateurs de parcours, c'est vrai que parfois, ils se retrouvent dans des situations où, en effet, ce sont des cas complexes, toujours, hein, et que c'est là où il y a tout le rôle peut-être aussi de cap palliatif, peut-être, ou des formations qu'on peut faire ensemble sur vraiment cette C'est acculturation entre soins palliatifs et fin de vie
En effet, ça se ressemble, mais c'est quand même pas la même chose du tout, puisque c'est C'est la même pas chose, non plus, et voilà. on a souvent parlé aussi, Laurence, effectivement, d'identifier des situations palliatives le plus tôt possible, pas attendre Exactement. les derniers moments. Et souvent, elles sont confrontées à ça, c'est-à-dire qu'on les sollicite euh, au, au dernier moment, quoi, en fait, hein. Et voilà, c'est dommage parce que du coup, la prise en charge, les prises en charge, elles sont pas efficientes, quoi. Voilà. Et là, je pense que là, nous, en tous les cas, avec vous, bien sûr, voilà, là, il y a quelque chose. Et du reste, là, excusez-moi, il y a Estelle donc on va le lire, hein. Attendez, alors je suis mieux. Plusieurs situations de soins palliatifs ne sont pas clairement identifiées, car ce sont encore des termes qui peuvent effrayer les patients, mais aussi les professionnels avec une idée de fin de vie imminente, alors que ce n'est pas le cas. C'est dommage, car ces personnes pourraient bénéficier d'un accompagnement plus adapté à leur situation. Je rejoins la personne qui dit que la sensibilisation aux soins palliatifs passe par l'information et la formation. Voilà, merci Estelle, c'est un petit peu exactement le terme que ça résume exactement ce qu'on voulait dire, hein. Donc, c'est justement cette bascule ou cette sensibilisation entre fin de vie et soins palliatifs. Peut-être que là, il y aurait peut-être sur la coordination des parcours, peut-être quelque chose à faire aussi. Oui, tout à fait. Et Je je réponds à voulais la... juste un Oui, vas-y. verbatim là qu'on avait fait remonter là, lors du questionnaire où une coordinatrice disait l'ensemble des intervenants à domicile n'est pas toujours informé que l'usager soit en situation palliative. Il y a beaucoup de médecins traitants qui n'abordent pas réellement le sujet avec les familles et refusent l'intervention de l'équipe de soins palliatifs. Ce n'est pas tant qu'elles ne sont pas reconnues, mais il m'est arrivé de soumettre l'idée aux médecins traitants qui ne l'avaient pas envisagé et qui attendaient que la personne soit au stade terminal pour faire appel à une MSP. Donc, et ça c'est des situations qui reviennent assez régulièrement quand même, hein. Exactement. C'est vrai que c'est un enjeu et qu'il y a une confusion. Moi, j'ai même eu une confusion entre l'HAD et les soins palliatifs de la part de professionnels. Euh, et on voit bien qu'il y a cette nécessité d'acculturation, d'anticipation, hein, qui est le propre de tous les parcours. Mais en fait, plus tôt on pose des mots et on met dans des bonnes dispositions, plus les choses, Plus on peut anticiper les difficultés, quoi. voilà, on a C'est ça. des chances que ça se passe mieux. Il y avait une question sur le fait qu'on se déplace à domicile. Oui, exactement, le DAC se déplace à domicile. Alors, c'est pas systématique, hein, c'est vraiment en fonction des besoins. C'est-à-dire que si on a une infirmière qui nous alerte et qui nous fait un état des lieux précis de ce qui se passe à domicile et que l'évaluation ne nécessite pas d'aller à domicile, on n'y va pas. Ou si le besoin identifié est simple, qu'on est confiant sur le fait que la demande corresponde aux besoins, il n'y a pas de nécessité, on va le coordonner à distance. Par contre, la majorité des situations, comme elles sont complexes, elles nécessitent le regard du domicile. Et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais elles ont vraiment l'habitude d'être confrontées à des refus de prise en charge et des refus de soins. Donc, effectivement, de la même façon qu'elles le font pour les autres patients, pour d'autres problématiques, elles peuvent aussi travailler ce refus de prise en charge par des équipes de soins palliatifs avec les patients aussi et les familles. Il est important de communiquer sur les soins Qualité de palliatifs vie. Ouais. précoces qui donnent une meilleure qualité de vie et prolonger la vie, ouais, bien sûr, On est tout à fait complètement. d'accord, Bernard. En fait, tous ceux qui sont là sont convaincus, c'est le problème. En EHPAD, il y a des demandes anticipées pour les HAD, tout à fait, pour accompagner les équipes et parfois les familles. Dommage que ça n'existe pas pour le domicile. C'est une volonté, hein, de le déployer. Alors, on a eu, pour tout vous dire, une réunion avec tous les HAD et les DAC le 25 novembre de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un sujet que nous avons. Et donc, c'est les évaluations anticipées et c'est une ambition sur 2026 de pouvoir les faire à domicile. Après, il y a la difficulté budgétaire que connaît tout le secteur de se dire comment on va pouvoir anticiper. C'est quoi anticiper? Et l'anecdote, c'est qu'il nous disait que déjà en EHPAD, entre ceux qui avaient l'envie de faire évaluer tout le monde et et pour lesquels ça devenait un réflexe à l'entrée d'avoir cette évaluation versus ceux qu'on appelait et qui finalement décédaient 2 jours avant et où on se disait qu'on n'avait pas été bon sur le timing, il y a aussi là un besoin d'acculturation.
Avez-vous des supports avec les coordonnées émissions que nous pourrions donner aux patients proches que nous rencontrons? Bien sûr, on peut faire passer ça. Après, bon, il y a le site et le numéro, c'est le 0809 109 109. Je ne le donne qu'une fois, mais peut-être je peux l'écrire dans le chat, qui est régional. Donc après, ça dit, vous appelez pour l'Aveyron, tapez 1 ou dites oui, et voilà. Donc ça, c'est assez facile. Et après, dans la notion de plaquette, pas vraiment, puisque on va vraiment répondre aux besoins de la personne qui appelle, et donc on n'a pas de critères ni quoi ni qu'est-ce. Donc c'est plutôt facilitant. Je vois que Madame Chantory a fait le travail en même temps. Alors, Alors, peut-être pour je vois. ajouter, Marion, peut-être pour ajouter, c'est quand même que tous les sites tous les sites des DAC, donc il y a 12 DAC, 12 sites de DAC Nouvelle-Aquitaine, ils sont tous faits quand même sur la même arborescence et qu'il y a toujours un onglet soins palliatifs fin de vie, ou soins palliatifs, je crois. Donc là, vous allez quand même trouver des ressources. Il y en a qui sont voilà, avec les cartes, avec parfois des domaines d'intervention aussi. Donc il faut vraiment, quand vous avez des questions, en tous les cas, aller voir sur ces sites parce qu'ils sont quand même assez bien faits. Dossier de précaution, donc ça, oui, pour ça. On espère que les choses évoluent en ce sens avec notamment le projet de la l'HAS en 2026 de mettre en place un modèle national de formulaire de planification anticipée des soins. Ça devrait permettre une prise en charge plus précoce et possible. J'avais vu la question sur comment on fait pour acculturer les professionnels. Eh ben, on fait des réunions, on fait des webinaires le midi, on fait des déjeuners. On essaye tous vraiment. Et après, On ouais, peut non, aussi non, être en soutien d'organisation d'événements aussi sur les territoires. complètement, complètement. Après, c'est clair que ça passe vraiment par l'échelle territoriale parce que Oui. si on veut mobiliser les professionnels, on peut passer par le réseau des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. Enfin voilà, on a plusieurs leviers pour diffuser de l'information. Et après, c'est clair qu'il faut penser à un programme spécifique de sensibilisation pour attirer l'attention. On a épuisé vos questions. C'est bon. C'est noté. En tout cas, c'est agréable, merci. C'est bien. C'est très riche. On en ressort surtout les grandes priorités de quand même sensibilisation, d'acculturation et c'est en fait, je pense que même que ce soit pour vous Fax ou nous Cap Palliatif, c'est comment du coup aider à répondre à ces besoins et d'être en appui de vous en fait les acteurs qui Exactement. êtes au plus près des besoins des usagers, des libéraux, au sein des HAD, dans les structures sanitaires et autres. Donc Ce qu'on peut faire, c'est on espère que, pas. et ça on l'a déjà fait, quand il y a un collègue qui organise une journée départementale sur cette thématique, il pense les supports, il fait son petit groupe de travail et après on le décline sur les autres territoires. Mm. Donc, j'ai vu que quelqu'un rencontrait le DAC 86 prochainement. Vous pouvez être en territoire pilote dans cette dynamique. Je suis sympa, le collègue n'est pas là, donc j'y vais allègrement. Mais en tout cas, non, mais c'est l'idée. Je donne un autre exemple. On avait pensé l'articulation MSP. CPTS, donc Maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé et DAC. Et on a fait une journée et après on a mis le programme et la manière dont on a pensé les choses à disposition des collègues et c'est en train de se faire. Donc on pourrait imaginer faire des temps de sensibilisation comme ça et ensuite de diffuser l'information. Mm. Et je pense que vraiment via le réseau des CPTS, ça intéresse. Ouais. Ça intéresse parce que je pense que c'est des difficultés qui sont rencontrées, c'est des situations qui marquent, qui mettent en tension. Et donc, du coup, je pense qu'on aurait un public sur cette question-là, vraiment de comment anticiper et valoriser. Et on peut renvoyer la balle au national qui doit faire cette fiche. Et une fois qu'on a cette fiche, on la travaille en local et on la présente sur un temps fort. Voilà. C'est un beau programme pour 2026-2027. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on peut conclure ici le webinaire. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc on va le mettre en accès libre sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez aussi ensuite le partager ou le relayer, c'est aussi un support d'avoir aussi ces temps d'échange et de présentation pour pouvoir aussi aider justement la sensibilisation et la diffusion de l'information. Donc, Une autre yeah. C'est question. ravi si vous êtes motivé pour travailler avec le DAC et l'HAD dépendant d'une prescription médicale, on peut le susurrer à l'oreille du médecin, mais on ne déclenche pas l'HAD. Mais on peut être force de proposition. Oui, on doit passer par le médecin traitant, tout à fait. Mais après, on est habitué à avoir des liens et
Et c'est des préconisations qu'on Ça se peut passe pas mal. travailler assez facilement. C'est pas Maryse qui va me contredire. Non, tout à fait. C'est une petite blague parce qu'elle est médecin, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vois que Séverine Moreau est toujours désireuse de travailler avec le DAC. C'est parfait. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, on se tient à votre disposition. Et puis, bah, bon appétit ou À bon bientôt. après-midi à ceux Passez qui une ont bonne déjà journée. grignoté. Merci pour tous les échanges en Au tout revoir cas. tout le Très belle monde. journée, à très vite. Merci Merci, beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.